Et c'est là où tu peux créer du lien, même si tu n'allaites pas. Je pense que c'est la première fois qu'on peut avoir autant peur pour quelqu'un d'autre que soi-même. Mais j'aime beaucoup l'avoir grandir et l'avoir évolué. J'aime beaucoup voir ses premières fois, en fait. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'elle, peut-être, demandera à se barrer un peu. À explorer, à être curieuse de tout. Enfin, je trouve ça incroyable. Enfin, j'ai l'impression que tout est revenu, quoi. C'est cette nature de l'enfant qui est enfin revenue adulte et c'est trop chouette, quoi. Merci Rémi d'avoir accepté mon invitation. Je t'ai croisé très vite fait sur Clubhouse et je cherchais des témoignages de papa. Et j'ai vu que tu avais parmi tes podcasts un podcast sur la parentalité que tu as appelé La Meute. Ouais. On en reparlera tout à l'heure. Et tu es le papa du coup de 2 enfants. Ah non, un seul. Ah oui, c'est vrai? Oui. Ah bah d'accord, bah génial. Du coup, c'est une fille, Oui. c'est ça. Et quel âge a-t-elle? Elle a 1 an et demi, enfin même, elle s'approche rapidement des 2 ans. Elle aura 2 ans en juin. OK, d'accord. Donc tu as 2 ans d'expérience de papa À peu à près, ce ouais. jour. Je voudrais commencer en te demandant, c'est quoi pour toi, prendre sa place de papa? Ouf. On commence par Je une question commence avec compliquée. du lourd là. Prendre sa place de papa. Alors déjà, je pense que c'est une question super importante aujourd'hui parce qu'effectivement, je sais pas si tu écoutes par exemple les podcasts de Victoire Tuaillon, les couilles sur la table, tout ça. Non, ça te dit rien? Ah oui, bah, je connais de nom, ouais. Ouais, ouais, mais j'ai pas Euh, dû en écouter beaucoup, ouais. Ça parle de patriarcat, tout ça. Mmh. Et il y a notamment un épisode qui parlait des nouveaux pères. Et je sais pas si tu as cette impression aussi, mais on en entend régulièrement parler, nous dire oui, aujourd'hui, les pères sont plus investis, ils prennent vraiment leur place de papa pour le coup. Mmh. Et en fait, quand on regarde la majorité, pas tant que ça. En fait, la majorité reste les pères. En tout cas, l'image des pères que l'on a souvent, le père absent, le père qui priorise vachement son travail plutôt que sa vie familiale et son lien avec ses enfants. Et du coup, je pense effectivement que la question de la place du père et c'est quoi prendre sa place en tant que papa, c'est une question super importante parce que il n'y a pas beaucoup de pères qui la prennent, j'ai l'impression. Mmh. Mmh. Et il y a notamment toute cette question de la dépression postpartum. Je pense que si beaucoup de femmes font cette dépression postpartum, c'est parce que notamment, il n'y a pas beaucoup de pères qui prennent cette place-là et que si le rôle de parent était vraiment équilibré entre le papa et la mère, ben, il y aurait certainement moins de dépression postpartum. Donc Mmh. je pense que c'est une question intéressante et maintenant prendre sa place pour moi, j'aurais du mal à définir exactement c'est quoi en fait. J'ai l'impression que Mmh. je sais Mais pas. ouais, 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 c'est super intéressant ce que tu dis. Justement, moi, je me demande, quelle est la différence entre toi et ces papas justement qui font un choix de ouais, d'attendre, par exemple, que leur enfant, grandisse pour créer un lien ou alors, qui font vraiment passer le boulot avant et qui laissent à la femme, tout faire. Enfin, en fait, toi, comment c'est arrivé cette envie de participer, d'être présent? Est-ce En que fait, c'était moi, naturel? j'ai eu l'envie d'avoir des enfants, de devenir père, j'ai l'impression, dès la naissance. Pour exagérer un peu. Mais en tout cas, ce qui est drôle, c'est que, j'ai même exprimé mon envie de devenir papa avant même que ma femme, elle, n'exprime qu'elle ait envie de devenir maman. Mmh. C'est souvent, l'inverse dans l'imaginaire collectif, donc voilà, déjà il y a ça, et ce qui est drôle, c'est que j'ai un peu eu une première expérience de parentalité, si on peut dire ça comme ça, de pseudo-parentalité, Mmh mh. parce qu'à 5 ans, je suis devenu grand frère et très vite, mes parents ont eu,
comment dire, ils ont eu l'instinct de de m'intégrer dans le couple parental en étant une troisième entité, tu vois, qui devenait une sorte de troisième parent, donc pour mon petit frère. Et je suis devenu une sorte de troisième parent pour lui. Donc très rapidement, j'ai eu cette première expérience de contact en tant que être le responsable d'un petit être humain, tout ça. D'être un modèle, de devoir l'accompagner, l'aider, etc. Je l'ai eu très tôt. Et après, en fait, pendant toute ma construction d'adolescent et de jeune adulte, j'ai toujours été très passionné par la question du développement de l'enfant. Mes premiers boulots, en fait, c'était animateur en centre de loisirs, en activités périscolaires et tout ça, tu vois. J'ai passé mon BAFA et compagnie. Donc j'étais vraiment passionné par ça. Mon but à la base, quand j'ai fait mes études, c'était de devenir prof. Donc je voulais vraiment évoluer dans toute cette sphère du développement de l'enfant. Et ça fait vraiment partie de moi. Donc d'où ça vient exactement? Pourquoi il y a cette différence entre moi et d'autres papas? Je ne saurais pas le dire. J'ai l'impression que ça fait partie un peu de mon caractère. Et effectivement, après, il y a cette construction que j'ai eue avec mon petit frère qui a peut-être participé. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas savoir si, si les choses auraient été différentes si je n'avais pas eu de petit frère. Mais ça remonte effectivement à très très loin dans mon histoire personnelle. Donc, c'est assez compliqué de mettre le doigt sur le truc de Oui, bien sûr. pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait que je me suis détaché du groupe masculin par rapport à cette question-là? Mais d'ailleurs, tu vois, c'est marrant, je dis groupe masculin, mais comme je suis beaucoup intéressé au développement de l'enfant, que j'ai voulu travailler dans ces sphères-là et tout ça, il y a eu beaucoup de questionnements parce que c'est des sphères très, très féminines. Et un homme qui se retrouve dans ces sphères-là, c'est souvent ça pose question en fait, hein. Soit on pense que tu es un pervers chelou, soit on pense que tu es homosexuel parce que les a priori sur l'homosexualité, c'est que tu es quelqu'un de plus féminin, donc plus doux, plus maternant, etc. Donc ça colle plus avec le domaine de l'enfance. Et donc non, je pense pas qu'il faille soit être un pervers, soit être un homosexuel pour prendre sa place en tant que papa, tu vois? Pour revenir sur cette question. Et tu vois, pour autant, encore une fois, je trouve que c'est une question vraiment, elle est compliquée à répondre, elle est chouette, mais tu vois, c'est une question que je me suis moi-même posée, même si j'avais cette envie, donc très tôt, de devenir père, d'avoir des enfants, et cetera, que j'avais quand même déjà une certaine vision de qu'est-ce que je voulais offrir à mes enfants et tout. C'est quand même une question que je me suis posée et ça a été même une source de conflit, j'ai envie de dire, pendant la grossesse parce que, très vite, ma femme m'a dit qu'elle voulait allaiter et étant donné que même si j'ai eu un petit frère, j'avais 5 ans, donc quand il est né, j'ai très, très peu de souvenirs, quoi. J'étais trop petit. Donc j'ai très, très peu eu de contact avec des bébés, on va dire, hormis mon petit frère. Et comme j'étais tout petit, j'avais aucun souvenir. Et pour moi, un bébé, j'ai l'impression que ça dormait, ça mangeait et que c'était tout. Ouais. Donc quand ma femme m'a dit: «Je veux allaiter», je me suis dit, je me suis dit tout de suite que c'était cool déjà, tu vois? J'avais pas d'a priori. Mais je me suis dit: «Comment je vais faire pour prendre ma place de père, justement, avec l'allaitement?» Étant donné que dans mon idée préconçue, un bébé, ça dort et ça mange, ça veut dire que quand il va manger, bah, il sera tout le temps avec sa mère, quoi. Et moi, je pourrais pas créer de lien, vu que je pourrais pas donner de biberon. Donc, pendant un long moment, on a discuté. Je lui disais: «Ouais, OK, c'est cool pour l'allaitement, mais du coup, ça serait bien quand même de temps en temps que tu me laisses un biberon à donner, tu vois, en parallèle de l'allaitement». Et du coup, ma femme, elle s'est retrouvée un peu seule par rapport à ce truc-là parce que, elle s'était vachement renseignée sur toutes les questions de l'allaitement et elle avait vu que ça pouvait mettre à mal un allaitement que de faire, du mixte, quoi, un coup le sein, un coup le biberon. C'était pas le enfin ça peut fonctionner, hein, il y a aucune règle absolue, mais enfin c'est prendre un risque quand même dans le sens où, bah, déjà pour la lactation, il faut quand même qu'il y ait un maximum de prise au sein
Et certains bébés peuvent finir par préférer, par exemple, le débit du biberon qui est un peu plus rapide que le sein. Donc, c'est prendre un risque par rapport à son allaitement. Et moi, j'avais pas toutes ces connaissances et j'avais pas fait toutes ces recherches. Et moi, j'étais borné dans mon truc. Ouais, mais comment je vais prendre ma place si vraiment elle est tout le temps au sein, quoi. Et je disais qu'elle était vraiment seule parce que moi, j'avais ce discours, mais en plus, j'étais pas tout seul à dire ce discours. La sage-femme qu'on voyait pour les préparations au cours à l'accouchement, elle disait la même chose, que c'était bien pour les femmes qui veulent allaiter, que c'était bien quand même de laisser leur conjoint donner le biberon de temps en temps. Ma belle-mère disait la même chose aussi. ma pauvre chérie était vraiment seule, quoi, face à tout ça. Donc voilà, au départ, j'avais vraiment l'impression que prendre sa place en tant que père, c'était être vraiment dans la relation avec le bébé. Et donc moi, à l'époque, au niveau, comme je te le disais, ce que j'imaginais un bébé, c'était ça dort et ça mange. Donc pour créer de la relation, il faut que je le nourrisse. Voilà. Donc pour résumer très vite, et très grossièrement, on va dire, par rapport à cette question, au tout début, ce que je pensais prendre sa place de père, c'était nourrir son bébé. Ouais. Voilà, pour résumer grossièrement et apporter une réponse. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après l'accouchement? Oui, alors déjà, elle s'est faite hospitaliser 2 mois parce que suspicion de rupture de la poche des os, donc risque d'accouchement prématuré et tout. Donc c'était un peu stressant, voilà, de se dire: «OK, ça se trouve, accouchement prématuré, tout ça, qu'est-ce qui va se passer?» machin. Mais d'un autre côté, ce qui a aidé, notamment au niveau de ce cheminement de l'allaitement, c'est qu'elle, pendant son hospitalisation, elle a pu rencontrer des professionnels en termes d'allaitement, donc des conseillers en lactation, tout ça. Et ça a pu, je pense, la conforter dans son choix d'allaitement et lui donner encore plus de poids sur ses recherches et sur les informations qu'elle avait pu récolter. Moi, ça m'a pas rassuré parce que j'ai l'impression que, étant donné, encore une fois, hein, je mets pas la faute sur les professionnels de santé en l'occurrence, mais étant donné qu'il y a très peu de pères qui prennent leur place et qui cherchent vraiment à se renseigner et à poser des questions, j'ai l'impression que certaines professionnelles n'ont pas l'habitude de discuter avec des papas et n'ont pas l'habitude de se retrouver face à certaines questions. Et moi, quand je suis arrivé avec ma question en disant: je veux prendre ma place et j'ai peur qu'avec l'allaitement, je pourrais pas prendre ma place. J'ai peur qu'on ne me laisse pas prendre ma place. Et tout ce qu'on m'a dit, c'était: mais vous inquiétez pas, vous allez lui donner le bain. Bon, alors super, lui donner le bain, mais c'est quoi dans une journée, hein? C'est 10 minutes, quoi, je sais pas, tu vois. Super, ok, je vais donner le bain. Et vous allez faire à manger. Alors déjà, je faisais déjà à manger avant, avant qu'on ait le projet bébé, donc ça change rien pour moi. Mais faire la cuisine, c'est cool, j'aime bien, mais en quoi ça va créer de la relation avec mon bébé, quoi, tu vois? Et c'était les seules réponses qu'on m'a données. On m'a dit: tu vas faire la cuisine, donc tu vas nourrir ta femme qui va ensuite nourrir le bébé. Donc en fait, tu vas participer, tu vois, indirectement. Ouais, super, c'est cool. Et le bain. Ah oui, et changer la couche, bien sûr. Mais changer la couche, c'est pareil, je me dédouanais pas de ça. Et tu vois, et bien sûr que je voudrais bien participer au change. Mais encore une fois, changer la couche, c'est quelques minutes par-ci par-là dans la journée. Donc pour moi, c'était pas suffisant pour créer un réel lien. Et donc j'étais frustré en fait parce que les réponses qu'on me donnait me rassuraient pas et confirmaient presque la peur que j'avais que si je participais pas à nourrir mon enfant, je pourrais pas créer de lien. Et arrivée la naissance, et là en fait tu te confrontes à la réalité. Et donc, tu n'es plus dans tes pensées et tes a priori. Et là, vraiment, je me suis rendu compte que non, en fait, un bébé, ça ne passe pas son temps à dormir et manger. Il y a plein de moments où le bébé, même les premières semaines, il y a plein de moments où il est éveillé, le bébé, et tu peux échanger des regards, tu peux lui parler, tu peux le toucher. Et c'est là où tu peux créer du lien, même si tu n'allaites pas. Et donc, ça, en fait, c'est la réalité qui m'a rassuré, en fait. C'est juste... Il a fallu que je me rassure tout seul en vivant
la chose et en me rendant compte que non, c'est pas parce que j'allaite pas que je peux pas créer du lien. Et en fait, même pendant les moments d'allaitement, même si c'était pas moi qui donnais le sein et que c'était ma femme qui donnait le sein, bah, je pouvais rester en présence, je pouvais rester près d'elle. Et, et en fait, il y avait plein de moments où pendant que ma fille tétait, bah, elle me tenait le doigt, elle me regardait. Enfin, donc en fait, on peut quand même créer du lien, même si on n'est pas la personne qui donne le sein, juste en étant là, quoi. Et c'est super chouette. Puis bon, après, il y a eu des problématiques au niveau de l'allaitement qui ont fait que là, j'ai encore dû prendre une place supplémentaire de, de soutien parce que euh, ma femme avait beaucoup de souffrance en fait. Elle avait un problème de candidose et ma fille avait des freins qui faisaient qu'elle n'avait pas une super bonne succion et donc ça lui faisait mal en fait. Et du coup, on a vu une autre conseillère en lactation qui nous a conseillé au niveau de comment placer le bébé, etc., comment s'installer. Donc, en fait, à chaque fois, pendant une bonne période pour que vraiment l'allaitement se passe mieux, bah, je préparais le terrain en mettant des coussins, des machins, pour que ma femme et ma fille soient bien installées confortablement. Donc, j'avais vraiment un rôle actif, en fait, dans l'allaitement. Et, euh, et par rapport au problème de frein, je devais retrousser les lèvres de ma fille en fait quand elle avait le sein dans la bouche. Donc vraiment, j'avais vraiment un rôle proactif quoi. Donc ça a encore une fois rajouté euh, plus de concret dans cette relation que je pouvais faire, même si c'était pas moi qui donnais le sein. Et voilà, il y a encore une fois, bah, il n'y a pas que nourrir son gosse. Donc moi, très rapidement, j'ai commencé à porter en écharpe de portage. Et en fait, j'ai passé des heures et des heures avec ma fille contre moi en écharpe. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a plein de façons de créer du lien avec son bébé et que c'est pas juste le nourrir, quoi. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver des personnes qui peuvent te témoigner ça et qui peuvent te dire ça et du coup, tu es obligé d'attendre et de vivre le truc par toi-même, quoi, ce qui est un peu dommage. Et c'est pour ça que, notamment, via le podcast et via Instagram, bah, j'essaie de moi témoigner parce que comme ça, bah, les quelques personnes que je vais réussir à toucher, elles vont avoir ces informations et pourront être peut-être rassurées au lieu d'attendre de se retrouver confrontées à la réalité comme je l'étais pour se rendre compte des choses et se retrouver en conflit ou dans le stress et l'inquiétude pendant toute la grossesse, quoi. Ouais, c'est fou, c'est vrai qu'en commençant avec cette question, prendre sa place, je me doutais que c'était une question difficile et que tu as super bien répondu, c'est super, ce témoignage. Effectivement, on sent qu'il y a aussi, du coup, une pression qui s'est mise, sur tes épaules, de se dire: «Mais, oui, je veux prendre ma place, mais du coup, comment? Comment je vais faire C'est ça?» ça. Et c'est vrai que ouais, quand on n'a pas vécu ça avec, un bébé et cetera, enfin c'est 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 compliqué, on peut avoir du mal à imaginer les choses. Mais, ouais, c'est super intéressant tous ces moments en fait, d'utilité, tu t'es senti utile pour plein de petites choses et ce que je vois aussi, c'est qu'en fait finalement tu as été toi-même, quoi. Tu as été, Ouais. Rémi, avec ton bébé et puis, et c'est ça qui a repris le dessus sur, il faut faire, il faut, Ouais. faire ci, ça, nourrir, pour faire prendre le bain et puis en faisant, je vais créer un lien. Finalement non, bah, tu as été toi, et puis il y a eu des moments où tu t'es dit, «Ah bah, oh là, ça serait bien, si je me positionnais comme ça et que je faisais ça et tout», et c'est venu de ton envie, quoi. Enfin, c'est Totalement. vraiment Il y a venu pas de de l'intérieur. comme toutes les autres étapes de la vie, de la parentalité, je pense, même si j'en ai pas encore, enfin, il m'en reste encore plein à découvrir, mais Mmh. j'ai le sentiment que, comme toutes les autres étapes, il n'y a pas de règle absolue. Et donc, quand on a des proches ou des sages-femmes qui nous disent oui, pour prendre votre place, il faut que vous donniez le biberon et que c'est comme ça que ça va se passer, bah, j'ai envie de dire que c'est du bullshit, quoi. Mmh. Et comme tu le disais, Ouais. c'est juste au moment présent comment on va le vivre. Et si on s'écoute et qu'on répond juste à ce qu'on a envie de faire, ça va se faire. Et, et que de toute façon, c'est faux de dire qu'il ne fait que dormir et manger. Il y a plein de moments où notamment il va pleurer.
Et dans ces moments-là, il y a une place à prendre pour le coup. Il y a des choses à faire aussi. Ouais, exactement. Ouais. Je sais qu'on parle beaucoup de l'arrivée des émotions quand on devient parent. Est-ce que pour toi, tu as vu vraiment un changement radical avant de devenir papa et après? Ouais. Par rapport à mes propres émotions? Ouais. Alors, en fait, dès les premiers mois, je crois, sur Instagram, j'ai partagé assez rapidement le fait que, une des questions qui revient souvent, les premières questions de tes proches, c'est: «Alors, ça fait quoi d'être papa?» Mmh. Et moi, ce que j'avais partagé, c'est que c'est horrible de dire ça comme ça en plus, hein, mais j'avais partagé, bah, ça me fait rien dans le sens où j'ai pas l'impression d'être devenu quelqu'un d'autre. Mmh. J'ai l'impression, bah, je suis toujours moi, mais j'ai un enfant. En fait, j'ai pas l'impression de enfin, je crois qu'il y a plein d'étapes comme ça dans la vie. Quand tu passes le seuil, on te dit, «Bah, alors ça y est, ça fait quoi?» et tout. Bah, j'ai pas changé en fait, je suis toujours moi, quoi, mais donc déjà, il y a ce truc-là où effectivement, Mmh. j'ai pas l'impression d'avoir énormément changé. Hem, mais si on se concentre quand même sur les émotions, je, alors je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui, pour le coup, ça peut les perturber, ça peut les changer un peu par rapport à leurs émotions parce qu'effectivement, ils peuvent se retrouver confrontés à des émotions qu'ils connaissaient pas ou alors justement se retrouver, face à des émotions, «négatives» entre guillemets ou en tout cas qu'on considère comme négatives, genre la colère et tout, tu vois? Et se dire, «OK, mais est-ce que je suis OK avec ce fait-là d'être en colère face à ma femme, face à mes enfants?» Mmh. Et du coup, tu peux commencer à te remettre en question et tout. Mais étant donné que on est beaucoup d'hommes à avoir grandi avec ce truc de tes émotions, faut que tu les gardes, à part la colère, ça celle-là, à la limite, ça tu peux l'exprimer. Mais la Ouais. tristesse, voilà, pleurer, tout ça, non, tu faut pas. C'est pour les filles, quoi, c'est pas pour les hommes, évidemment. Mmh, mmh, mmh. Hem, mais moi, j'ai jamais été dans ce truc-là. De l'extérieur, on disait souvent que j'étais quelqu'un d'émotif, hypersensible et cetera, tu vois? Mmh. Heu, je je pouvais le ressentir un peu comme des critiques et un jugement pendant longtemps, mais aujourd'hui, je considère plus ça comme une forme d'intelligence émotionnelle, tu vois? Si on peut dire ça comme ça. Je suis juste à l'écoute de mes émotions et au maximum que je peux, des émotions des autres et donc en devenant papa, j'ai pas l'impression que ça a énormément changé de choses en moi, sauf que l'émotion qui a peut-être le plus changé ou qui en tout cas qui a pris un autre stade, c'est l'émotion de la peur. Souvent j'en parle. J'ai l'impression que quand on devient papa, on a peur tout le temps. Enfin, papa ou maman, je pense que les mamans aussi, vivent cette peur, mais c'est vrai que, tu je pense que c'est la première fois qu'on peut avoir autant peur pour quelqu'un d'autre que soi-même. Alors effectivement, toutes les personnes qu'on aime, ça nous arrive d'avoir peur pour ces personnes-là, mais quand c'est ton enfant, il y a un autre, c'est encore un autre niveau et en fait, surtout, c'est plein de peurs irrationnelles aussi. Parce que je pense que les personnes adultes qu'on aime, on peut avoir peur pour elles effectivement, mais souvent ce sont des peurs plus ou moins, raisonnées, des peurs rationnelles. Mais avec un enfant, c'est pas pareil, le moindre truc alors déjà tu anticipes énormément négativement, genre Mmh. le moindre truc, t où tu vas avoir le sentiment qu'il se mette en danger, bah, ça va te créer de la peur q parfois qui est pas justifiée, mais elle est là et tu dois juste faire avec. Donc Ouais. c'est Mmh. c'est ouais, c'est tout un truc et pour le coup, j'ai vraiment l'impression que c'est la peur et du coup, qui va souvent avec la peur, c'est la culpabilité. Mais est-ce que c'est une réelle émotion, la culpabilité? Je sais pas. La culpabilité d'avoir peur? Non, mais disons que, hem, je souvent ça vient après, tu vois? Donc tu vas avoir peur pour tout un tas de raisons, hem et soit la peur se réalise J'avais raison d'avoir peur. non, mais en fait, tu vois, si je sais pas, si tu as peur, que ta fille tombe, elle est en train de faire un truc et tu dis: «Putain, elle va tomber» et effectivement elle tombe et Mmh. qu'elle se fait mal et bah, tu vas ressentir de la culpabilité parce que tu as mal géré, parce que tu considères que tu as pas pris ton rôle de parent correctement et il y a des trucs, sur lesquels, tu as même aucun contrôle, mais tu vas quand même, te sentir coupable
parce qu'on doit être des parents parfaits, Mmh. évidemment. Mmh. Donc, Mmh. ouais, je pense que c'est ces 2 émotions-là, la peur et la culpabilité qui, chez moi, ont été très exacerbées. Hem, mais sinon, pour le reste, j'ai pas l'impression d'avoir vécu un tourbillon émotionnel. Je sais que on parle de la matrescence, par exemple. C'est pareil, c'est un podcast, je sais pas si Ouais, tu ouais. celui-là, oui, je l'ai Heu et écouté, ouais. et du coup, la matrescence, c'est tout un concept qui dit que, en tout cas, par rapport aux mères, le cerveau des mères, évolue en devenant maman. Heu et il y a même on pourrait peut-être même parler de patrescence pour les papas, je sais pas, mais et effectivement, quand on parle de matrescence, souvent, il y a ce terme de tourbillon émotionnel qui arrive, genre, tu ressens toutes tes émotions fois 1000. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir vécu ça parce que peut-être que j'étais déjà beaucoup à l'écoute de mes émotions et celles des autres. Je saurais pas exactement dire pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est ça et voilà, comme je te le disais, il y a juste, cette émotion de la peur et de la culpabilité qui, elles, sont bien plus présentes qu'avant. Mmh. OK. Qu'est-ce que tu aimes, partager aujourd'hui avec ta fille? Oh là là! Tu aimes bien les questions un peu dures, hein? Qu'est-ce que j'aime partager avec elle? J'aime partager tout. Ouais, bah, oui, c'est peut-être ça Heu, la réponse aussi. je, en fait, ce que j'aime partager avec elle, enfin, comment dire? J'aime la voir grandir et en fait, je veux pas être trop réducteur, mais et je veux pas non plus être dans les clichés parce que c'est vrai que souvent les papas ont cette idée que c'est un truc que j'entends souvent aussi de mes proches, ça devient intéressant. Certains de les enfants deviennent intéressants à partir d'un certain âge comme si, heu, quand ils sont bébés, ils sont pas intéressants. Bon après, c'est propre à chacun, je peux comprendre que, nos centres d'intérêt sont pas toujours pareils. Mais mais c'est faux de dire qu'un bébé n'est pas intéressant et qu'il ne le devient qu'à partir du moment où vraiment tu peux échanger avec lui et discuter, quoi. Hem, mais j'aime beaucoup la voir grandir et la voir évoluer. J'aime beaucoup voir ses premières fois, en fait, tout ça. Donc en fait, c'est juste le quotidien, en fait, c'est partager le quotidien avec elle et c'est vrai que ben, nous, on a fait le choix de pas la faire garder, donc on l'a tout le temps, tout le temps, tout le temps avec nous. Et donc, Mmh. c'est ça en fait que j'aime, c'est vraiment, c'est ce choix-là qu'on a fait pour vraiment ne rien rater en fait, en tout cas de ces premières années. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'elle peut-être demandera à se barrer un peu, c'est Bon, c'est bon possible. là, hein? Mais ouais, en tout cas les premières années, je suis content d'avoir fait ce choix-là de pouvoir tout partager, avec elle et hem et sinon pour être un peu plus «léger» entre guillemets, en ce moment, ce que j'aime partager particulièrement avec elle, c'est les balades parce que ça fait, je dirais ça fait 2 mois à peu près où elle me demande tout le temps d'aller dehors, tout le temps, tout le temps. C'est son gros truc et donc je sais qu'à chaque fois qu'on va dehors marcher, elle est super contente et ça se voit et du coup j'adore partager ce moment où je vois qu'elle est heureuse en fait tout simplement juste en allant dehors et en marchant. Je trouve que Mmh. ça permet de relativiser aussi et puis se reconnecter au plaisir simple, tu vois? Juste, quand tu vois que ton gamin, il est trop content juste d'aller marcher dehors et que nous, en tant qu'adultes, bah, on n'aurait pas cette joie aussi élevée juste parce qu'on se balade. Mmh. Mais c'est bien, ça permet de retrouver un peu d'innocence parfois, c'est cool. Mmh. Mmh. Ouais. Bah, j'ai vu, quelques-unes de tes stories, tu la portes, sur tes épaules, c'est ça? Ouais, parce que, bah, comme je te disais, à sa naissance, je passais des heures et des heures à la porter en écharpe tout le temps. Mmh. Et là, bah, petit à petit, ça se fait de moins en moins. C'est quelque chose que je dis souvent aussi, bah, tout n'est pas rose dans la parentalité. Il y a des moments où c'est dur parce que tu es fatigué et tout, et hem et du coup, il y a des trucs où tu dis: «Purée, mais c'est quand que ça va passer, quoi?» Mmh. Genre, bah, ne serait-ce que les nuits, tu vois? Il y a plein de petits qui font pas leur nuit, pendant longtemps et quand tu veux dormir et que tu veux juste te Mmh. reposer, c'est dur. Et donc du coup, tu te dis: «Mais ça va durer combien de temps? Combien de temps je vais pas dormir?» Mmh mh. Et du coup, souvent, enfin moi, ce qui revient et qui m'aide, c'est que je me dis: «Ça va passer», tu vois? Ça finira par passer, ça aussi, ça va passer et ce que je me rappelle aussi, c'est que toutes ces choses qui nous embêtent,
quand elles vont passer, il y a toutes ces choses cool aussi qui vont aussi passer avec, quoi. Et là, notamment, le portage en écharpe, c'était un moment que j'adorais avec elle. Et je vois que ça arrive de moins en moins. Tu vois, maintenant, pendant 2-3 jours, elle va pas du tout demander à être portée. Et je sais que petit à petit, on va arriver au dernier portage en écharpe et après que ça sera fini. Donc c'est un peu cette ambivalence là, tu vois, entre le côté oui, j'aimerais que les choses passent, celles que t'aimes pas, et en même temps, t'aimerais que les choses que t'aimes bien durent plus longtemps. Et du coup, ouais, comme elle aime de moins en moins, enfin, c'est pas qu'elle aime pas, mais elle a de moins en moins le besoin d'être portée en écharpe. Mais elle demande quand même à être portée de temps en temps quand on marche parce qu'elle peut pas marcher 3 heures. C'est normal, elle a pas l'endurance d'un adulte. Mais du coup, ouais, je la porte sur les épaules maintenant. Ouais, Plus c'est passé que... au niveau au-dessus du portage. Mais ce qui est rigolo, c'est quand même que le portage sur les épaules, c'est presque aussi physiologique que le portage en écharpe, hein, parce que le portage en écharpe physiologique, il faut vraiment qu'il y ait une bascule au niveau du bassin. Il faut que les genoux soient un peu plus haut que le bassin pour qu'il y ait un peu cette presque, tu sais, la posture fétale, tu vois, un peu qui soit Enroulé, oui. enroulé sur eux. Et du coup, avec le portage sur les épaules, il y a ce côté un peu comme ça de bascule au niveau du bassin qui est bien et tout. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il y a un peu cette continuité qui se fait, c'est cool. Ouais. Et en même temps, elle peut regarder Ouais. le monde de plus haut. Enfin, vraiment. Puis elle joue au cheval, tu vois. Il y a des moments, j'ai l'impression vraiment qu'elle croit qu'elle a des rênes et qu'elle elle est plus vite, plus vite. Excellent. Ouais. Donc, du coup, tu as créé un podcast qui s'appelle La Meute. Ouais. Je sais pas si tu continues en ce moment ou ça t'as fait un cycle Là, je crois que le dernier que j'ai fait, je crois que, alors je me souviens plus si j'en ai fait un après Noël, mais je sais que un des derniers ou peut-être l'avant-dernier, c'était sur le Père Noël justement. Et je sais pas si j'en ai fait un autre ensuite, mais du coup voilà, ça fait quelques mois que je n'en fais plus parce qu'on est un peu partout. On fait ouais, c'est ça, c'est le dernier que j'ai fait en décembre. On fait plein de trucs. Au niveau des podcasts, tu vois, j'en ai 3, même un 4e qui n'existe plus, mais j'en ai fait 4. Après, il y a notre boulot. C'est compliqué de faire tout, même si effectivement, au niveau du podcast, moi, je suis vraiment passionné par ce format-là et j'adore partager des témoignages, discuter avec des gens comme on fait aujourd'hui tous les deux. J'adore ces moments-là. Et partager des témoignages autour de la parentalité, je trouve que c'est tellement précieux parce que on est plein de parents qui se sentent seuls. Et donc, ça fait vraiment du bien d'entendre d'autres personnes qui partagent aussi leurs histoires et leurs problématiques et leurs joies. Donc, ça me tient énormément à cœur. Donc, c'est pas fini. Mais il y a des moments où il y a des pauses de plusieurs mois comme ça. Et ça me fait mal au cœur de ne pas pouvoir le tenir aussi régulièrement que je le voudrais. Mais ouais, là, dans les prochaines semaines, j'espère que je pourrai recommencer à mettre des épisodes. Mais clairement, c'est toujours dans mes to-do list, si on peut dire ça comme ça. Tu dis que parfois, tu t'es senti seule, tu as eu l'impression de sortir un peu des sentiers battus et de pas avoir de personnes qui faisaient la même chose que toi? Ouais, c'est le bon mot, les sentiers battus, hein. C'est le bon mot, tu as bien mis le doigt dessus. En fait, ce qui est compliqué, au-delà de pas faire comme tout le monde, tu vois, parce que ça, à la limite, c'est juste à nous d'assumer le truc et puis voilà. Mais c'est surtout le jugement des proches, en fait. Parce qu'à la limite, que des inconnus soient pas d'accord avec ce que tu fais, bon, ça, on s'en fout, tu vois. Mais c'est vrai que quand les proches te font des jugements, et parfois des jugements qui sont très durs, tu vois, qui te font sous-entendre que tu es vraiment en train de faire de la merde et que si tu continues, ta fille, elle va être malheureuse, tu vois. Enfin, c'est dur comme poids qu'on te met dessus, alors que tout ce que tu essaies de faire, c'est juste écouter ton cœur et agir juste en fonction de ce que te dit ton amour, tu vois, tout simplement, même si c'est un peu cucul après ce que je dis. Mais
Et donc, non, en face, tu te prends des claques là, en mode, mais qu'est-ce que vous faites? Moi, j'aurais pas fait ça, et tatati, et tatata. C'est dur, surtout quand ça vient des proches, quoi. Donc, effectivement, je me suis senti très seul, et ma femme aussi. Quoique ma femme, elle a un caractère, elle est plus forte de caractère que moi, donc elle. On a remarqué que souvent les reproches, ils les faisaient plus à moi qu'à ma femme parce qu'ils savent que, que ma femme, elle ne veut pas se laisser faire et qu'elle va les envoyer chier. Ouais. Donc, voilà. Et le compte Instagram, je l'ai lancé un peu parce que je me disais que je ne devais pas être le seul à ressentir ça et que je me suis dit, ben, peut-être que ça ferait du bien à des personnes qui vivent la même chose, tu vois, de se rendre compte que non, on n'est pas tout seul. Et effectivement, ce que je dis souvent, c'est qu'Instagram, même si effectivement les réseaux sociaux, on les diabolise un peu, parfois à raison, parce qu'il se passe pas des trucs toujours très cool dessus. Mais j'ai l'impression qu'on peut choisir ce sur quoi on tombe sur les réseaux sociaux. Déjà en choisissant qui on suit, qui on suit pas, tout ça. Et moi, avec Instagram, j'ai vraiment l'impression que j'ai réussi à créer une bulle de réalité dans laquelle je me sens bien. Je sais que c'est une illusion parce que quand je sors de cette bulle-là, le monde, il n'est pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, dans les moments où on a besoin juste de se reposer et de se dire c'est bon, j'en ai pris assez pour mon grade, il y a cette bulle-là qui permet de souffler et ça fait du bien. Oui, j'ai l'impression les proches, ils sont très doués pour aller chercher là où on a le plus de doutes. Ouais. Et aller farfouiner là-dedans et puis et mettre en lumière des choses qui sont pas claires pour nous, mais ouais, c'est pas simple, mais heureusement effectivement que les médias existent pour pouvoir exprimer des choses qu'on ne peut pas forcément exprimer avec tout le monde, mais au moins le dialogue, ces discussions sont possibles et ça permet d'avancer, quoi. Clairement. Ouais. Clairement. Tu vois, c'est marrant parce que il y a un peu une ambivalence ici aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, tu sais, qui reprennent un peu le proverbe africain, il faut un village pour élever un enfant, et qui disent que on a perdu ce lien traditionnel avec nos parents, avec nos ancêtres, où vraiment on était tous réunis et puis on élevait l'enfant tous ensemble. Mais moi, limite, je suis content qu'on soit loin de ça parce que quand je vois mes proches, comment ils réagissent et tout, je me dis que si on était encore dans ce truc où tous nos proches étaient avec nous pour élever l'enfant, mais ce serait la guerre, quoi. Enfin, ce serait affreux. Ouais. Et donc, je me dis, heureusement quand même qu'on s'est un peu déconnecté de ça et que en contrepartie, il y a les médias qui permettent de trouver du réconfort autrement. Mais ouais, c'est compliqué. Donc, quand on te dit oui, il faut un village et tout, il faut se rapprocher de ses proches, il faut se rapprocher des anciens parce que c'est important et tout, ouais, ok, mais vu comment ils réagissent et tout, parfois, non, j'ai pas envie. Ouais. Ouais. Bah oui, non, mais ça peut aussi être créer un village, bon, en gardant ses proches quand même, mais avec d'autres gens. Enfin, donc je t'ai vu sur Clubhouse, je pense que tu as quand même des communautés. Enfin, où est-ce que tu es allé chercher quand même ta meute ailleurs? Enfin, comment tu t'en as créé une autre? Du coup, c'est plus elle qui vient à moi, j'ai envie de dire. Ouais. Je crée juste, en fait, je crée du contenu et après, les gens sont attirés par ce contenu et si ça leur plaît, ils restent, tu vois, et donc ça crée cette communauté. Mais c'est vrai que c'est pas moi qui vais la chercher, c'est pas moi qui vais chercher les gens. Après, effectivement, je vais chercher les canaux, quoi. Je vais chercher les endroits où je peux rencontrer des gens et après, le hasard fait les choses. Donc, ouais, il y a effectivement Instagram et Clubhouse qui, qui permettent ça. Et je suis bien heureux que ça existe parce que en vrai, sans ça, je sais pas si je serais très bien mentalement aujourd'hui. Ouais. J'aimerais bien parler avec toi de l'école en famille. Ouais. Je crois que c'est quelque chose auquel tu as pensé, mais bon, en ce moment, il y a
la loi du séparatisme qui fait que l'école à la maison est beaucoup plus restreinte et du coup, l'école est rendue obligatoire à partir de 3 ans. J'aimerais savoir où est-ce que tu en es, toi, par rapport à ça? Où est-ce que tu te situes? Alors, pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de colère par rapport à cette loi-là. Puis ce qui était, enfin, c'est un amalgame de plein de trucs, ce truc, c'est terrible. Il y a du racisme, enfin, et en fait, tu as l'impression qu'ils se servent de prétexte et après qu'ils viennent toucher à des trucs aussi précieux que l'éducation. Et surtout, ils ont aucun argument en fait. Parce que quand ils te disent oui, c'est pour lutter contre l'islamisme radical, et qu'au final, quand tu regardes les stats, bah, en fait, c'est complètement con. Il n'y a aucun lien en fait entre l'instruction en famille et l'islamisme. Donc ça fait peur en fait de voir comment le gouvernement peut retourner les têtes comme ça par la peur. Encore une fois, on revient sur le sujet de la peur, mais ça joue sur la peur effectivement pour sortir des trucs comme ça et comme on n'est pas une majorité de personnes à s'intéresser à l'instruction en famille, bah ça peut passer parce que de toute façon on est si peu nombreux. Ça va passer tout seul. Et effectivement, le projet de loi, il a été voté. Par contre, là, j'ai vu récemment que apparemment, en fait, ils ont dû quand même modifier un peu le projet de loi. Et donc, il y avait plus ce truc de quoi qu'il arrive, tout le monde sera obligé d'aller à l'école, à part si vous avez des problèmes de santé. Maintenant, il y a un peu plus de critères. Il y a notamment le critère géographique. Donc, à la limite, ça peut être une stratégie de, de s'installer très loin d'une école pour pouvoir, pour pouvoir faire son projet. Il y a plus de critères. Et donc, c'est arrivé à un point où, jusqu'à maintenant, en fait, il fallait juste déclarer son enfant comme étant instruit en famille. Mais avec ce nouveau projet, il fallait une autorisation. Donc, c'était un autre niveau. Et là, j'ai vu récemment, je crois que ça date peut-être d'hier ou il y a quelques jours, je crois que c'est Papa Patriarcat qui avait partagé en story le truc. Ça a été refusé, cette demande d'autorisation. Donc, est-ce que c'est un rétropédalage et donc on va revenir sur la base où on devra juste déclarer? Je pense qu'on est encore sur un truc très, très jeune. C'est pas le mot que je cherchais, mais que la lutte est en cours, quoi. Ouais. Mais voilà, le projet est encore frais, quoi. Il n'est pas encore gravé dans le marbre. Donc, je suis passé de la colère à un peu comment dire, je suis un peu rassuré, tu vois. Je me dis, la pétition, elle n'a pas servi à rien. Les élus qui ont un peu dit, qui ont voulu montrer du doigt que c'était de la connerie, ça n'a pas servi à rien, tu vois. Et j'ai de l'espoir, on va dire. Voilà, je suis passé de la colère à l'espoir. Donc, j'espère effectivement que cet espoir ne sera pas vain. Mais effectivement, si ça a été refusé, cette demande d'autorisation pour pouvoir faire l'instruction en famille, je pense que on est bien parti. Après, je sais pas s'ils ont d'autres leviers gouvernementaux pour pouvoir faire passer le truc ou pas, j'en sais rien. Mais pour le moment, à l'heure actuelle, c'est plus positif qu'il y a quelques semaines, en tout cas. Qu'est-ce qui t'a le plus embêté, toi, à l'école? Alors là, c'est un vrai sujet. Tellement de choses. Déjà, au tout début de notre entretien, comme je te disais, je voulais être prof. Donc c'est un peu bizarre, du coup. Je voulais être prof, mais je ne le suis pas devenu, du coup. Et je ne le suis pas devenu parce que je me suis rendu compte que je ne voulais pas travailler pour l'éducation nationale, que l'entité de l'éducation nationale ne me convenait pas et que c'était pas possible, quoi, tout simplement. Et en fait, à la base, je voulais être prof parce que par rapport à ce que j'avais vécu moi en tant qu'enfant, en tant qu'élève, je m'étais dit ouais, je vais être le sauveur de l'école ou j'en sais rien. Je m'étais dit moi je deviendrai le prof que j'aurais aimé avoir quand j'étais gamin. Sauf que voilà, ce rêve, je l'ai pas gardé.
Mais du coup, ouais, toute ma scolarité, ça a été très compliqué. Et en fait, dès le début, ça a été un sacré enfer. J'ai été diagnostiqué assez tardivement dyslexique. Mais malgré tout, en fait, heureusement, d'un côté, j'ai été diagnostiqué un peu tardivement, mais heureusement, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était très, très à l'écoute par rapport. En fait, c'est marrant parce que tu vois, elle s'intéressait pas du tout au développement de l'enfant et tout ça, mais elle avait quand même l'intuition, je pense, qu'elle voyait qu'il y avait des soucis par rapport à comment je me développais. Et, du coup, très très tôt, je sais pas, je devais avoir peut-être 3 ans, un truc comme ça, elle m'a amené chez une psychomotricienne parce qu'elle voyait que au niveau du repère dans l'espace et tout, j'avais des soucis. Mmh. Donc j'ai eu beaucoup de séances de psychomotricité. Je, et après, donc plus tard, en élémentaire, je sais pas quel âge j'avais, j'ai commencé à avoir une orthophoniste pendant plusieurs années, et notamment ce diagnostic de dyslexie. Mais du coup, avant ce diagnostic, dès la maternelle, je me suis retrouvé presque, je- j'emploie ce mot vraiment consciemment, j'allais dire presque torturé, mais vraiment c'était presque ça. Je me suis retrouvé en fait avec une maîtresse qui était vraiment de la vieille école, et, en fait, j'avais l'intuition d'être gaucher. Je commençais à utiliser les crayons et tout ça de la main gauche, et je Mmh. me faisais taper dessus pour écrire de la main droite, en fait, parce qu'il fallait être droitier. Oh là là. Oui, Main c'est gauche. effectivement, c'est de la vieille école. Ouais, ouais. Voilà. Donc, heu, j'en ai jamais parlé à mes parents, en fait, parce que je pensais que c'était normal, en fait, que c'était l'adulte après tout, tu vois? Et si je me faisais punir, ben, c'est que j'agissais mal et c'est tout. Donc j'en ai Mmh. jamais parlé à mes parents, jusqu'au jour où, je suis rentré de l'école et j'avais les oreilles en sang parce qu'on me tirait tellement les oreilles ils m'avaient décollé un peu le lobe, tu vois? Ça saignait au niveau du lobe de l'oreille. Mmh. Ah ouais, bah, oui, d'accord. Donc Maltraitance physique, tout simplement. Oh là là. voilà. Ouais. Donc effectivement, ils ont quand même réussi. Je suis droitier aujourd'hui, donc ils ont quand même réussi à ne pas faire de moi un Ils ont gaucher. réussi leur coup, ouais. Mmh. Hem, mais du coup, j'étais un petit enfant. En fait, c'est très drôle, mais je m'en suis rendu compte assez récemment. Mais pendant toute mon enfance et toute mon adolescence, on m'a dit que j'étais quelqu'un de très timide, très réservé, presque timide maladif, tu vois? Mmh. Et en fait, quand je remonte vraiment dans mes souvenirs de très jeune enfant, j'étais quelqu'un de très, très sociable, et j'allais vers tout le monde, en fait. Quand j'ai encore des souvenirs de quand je jouais avec d'autres enfants, et j'étais pas, enfin, on pouvait pas me décrire comme quelqu'un de timide. Mmh. Et en fait, je pense qu'avec ces traumatismes que j'ai eus en maternelle, bah, c'est là où a commencé effectivement cette timidité, et ce renfermement sur moi, en fait, ce qui est logique par rapport à ce qui s'est passé. Mmh. Et sauf que quand un enfant a une blessure, bah, souvent tu deviens un repère, enfin, comment dire? Pas un repère, tu deviens une cible des, des potentiels harceleurs. Et donc en fait, quand je suis arrivé en élémentaire, dès le CP, j'ai été harcelé par les autres enfants parce que j'étais pas comme les autres et que j'étais renfermé sur moi et que j'étais timide et tout ça. Et donc voilà, on voit que tu es une cible facile, donc je me suis fait harceler quasiment de toute mon école primaire et mon collège. Il y a juste arrivé au lycée où ça allait un peu mieux. Mais du coup, voilà, il y a tout ce passif, si tu veux, de violence éducative de la part des enseignants, et violence entre enfants, qui font qu'effectivement l'école, je peux pas, je peux pas la voir comme quelque chose de super positif. Ouais. Mmh. Euh, et du coup, par rapport à tout ce passif-là, j'ai une scolarité. J'étais considéré comme un cancre, en fait, tu vois. Ils ont pas cherché à aller plus loin. L'apprentissage de la lecture a été très compliqué, et comme j'étais pas diagnostiqué dyslexique à ce moment-là, ben, on m'a juste considéré comme un feignant. Tu vois, si je savais pas lire, ben, c'est juste que j'étais feignant, quoi, c'est tout. Mmh. Et puis en fait, on te laisse sur le bord de la route. On cherche pas à comprendre, tu vois. C'est juste, bah, t'es un cancre, et puis voilà, c'est juste que tu travailles pas, et c'est ta faute. Donc j'ai eu beaucoup d'enseignants comme ça qui m'ont pas vendu du rêve. Mmh. Et j'ai eu très rarement des enseignants que
j'ai trouvé qui faisaient super bien leurs travaux, tu vois. J'en ai quelques-uns comme ça où j'ai des bons souvenirs, mais sur le reste de toute ma scolarité, c'est très très peu. Donc c'est pour ça que j'ai eu cet élan de sauveur à me dire ouais, je vais être le prof que j'aurais aimé avoir, que finalement j'ai pas fait, et qu'aujourd'hui j'ai pas envie d'envoyer mon enfant dans l'école, quoi. Naturellement, ça me vient pas. Mmh. Ouais. C'est marrant enfin, tu as soulevé un point qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est, ce truc-là de dire, bah, oui, avant l'école ou, avant quand j'étais plus jeune, j'allais vers les autres, socialement ça allait bien et tout et qu'après il y a quelque chose qui s'est passé, dans le développement et du coup tu t'es renfermé visiblement et moi, je trouve que j'essaye de comprendre dans toutes nos étapes de vie, que ce soit la famille, l'école, tous les adultes avec lesquels on est en contact, pourquoi il y a un moment donné où on se sent en telle insécurité qu'on va plus, aller vers les autres, on va plus, se développer, de manière, aujourd'hui, on sait à quel point les enfants ont des fortes capacités et pourquoi, on va devoir, restreindre tout ça, et s'inhiber. Enfin, là, Mm. bien sûr, je te parle aussi de moi, mon expérience, parce que pareil, quand j'étais au collège, tout ça, enfin, moi, la seule vision que j'avais de moi, c'était, jeune fille anxieuse et discrète, tu vois? Mm. Bon, après, j'avais des super amis et tout, enfin, à ce niveau-là, il y avait pas de souci, mais par contre, au niveau d'être dans une salle de classe et d'écouter, un professeur qui va t'apprendre tout et enfin, j'étais intéressée par rien, rien m'intéressait et c'était vraiment dur de rester sur une chaise toutes les journées et tout et quand je vois, moi, adulte, aujourd'hui, à explorer, à être curieuse de tout, enfin, je trouve ça incroyable. Enfin, j'ai l'impression que tout est revenu, quoi. C'est cette Ouais. nature de l'enfant qui est enfin revenue, adulte et c'est trop chouette, quoi. Et tu disais, mmh, que tu aurais aimé peut-être être, le professeur que tu aurais aimé avoir. Mm. Et moi, je me demande aujourd'hui si c'est pas, finalement être, l'élève qu'on n'a jamais été, tu vois? Enfin, je me dis que tout ce que j'ai pas pu explorer à cette époque-là, bah, aujourd'hui, j'ai envie de le faire et Mm. aujourd'hui, bon, toi, aujourd'hui, tu as une fille, mais ça t'empêche pas aussi d'apprendre, des choses toi aussi et d'aller découvrir des choses et de continuer, heu, à apprendre avec elle aussi. Ouais. Enfin, voilà, quoi. Enfin, voilà. Mais il y a toute une vision aussi sur le fait d'apprendre, tu sais. J'ai l'impression qu'en tout cas, quand on est enfant, et ce que j'ai pu vivre à l'école, c'est que tant que t'as pas acquis des choses, on considère que tu es inférieur, quoi. On considère bon, en tout cas, tu sais, il suffit de voir les notes, tu vois, on te dit insuffisant, on te met des trucs en rouge et tout, et on te fait Mmh. comprendre que, enfin, t'es pas récompensé en tout cas, tu vois. Mmh. Et en fait, au contraire, j'ai l'impression que justement, c'est ça qui est cool, c'est ça quand t'as encore plein de trucs à apprendre, et c'est c'est la découverte, c'est la curiosité, tu vois, c'est ça qu'il faudrait. Enfin, il faudrait autant le récompenser que quand tu arrives à acquérir des nouvelles compétences. Et ça, on l'avait pas. Donc Mmh. effectivement, quand on te dit oui, t'as pas encore le niveau, et tant que tu n'auras pas ce niveau-là, bah, tu n'auras pas ta récompense de toute façon. Mmh. Ça te met dans un état où bah, l'apprentissage c'est nul, quoi, parce que c'est la carotte ou le bâton. Une dernière question, du coup, bah, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu crées aujourd'hui? Je continue de développer mon compte Instagram pour continuer à échanger avec d'autres parents et puis les rassurer autant que possible. J'ai j'ai toujours ce projet en continu de mon podcast La Meute, que je veux maintenir, même si, même si c'est challengeant par moment. Mais du coup, ouais, mon projet actuellement, c'est peut-être juste de lancer la saison 3, parce que du coup, le dernier épisode, c'était de la saison 2, et donc là, avec cette grosse pause, je pense que si je reviens, ce sera avec une saison 3. Mmh. Donc ouais, peut-être le projet en cours, c'est ça, relancer le podcast La Meute
la 3e saison. Voilà. OK, bah, génial. Bah, merci beaucoup pour, cet échange. C'était super intéressant. Merci pour ton authenticité, ta spontanéité et voilà, je te souhaite de bien retrouver ta ta femme et ta fille qui semblent avoir besoin de toi. Merci. Puis de rien, c'était avec plaisir. Moi, comme je te disais, pendant l'entretien, j'adore ces discussions et ces échanges de témoignages, donc c'était un plaisir. Merci. Merci d'avoir regardé l'émission Nos liens. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour suivre les prochains épisodes. Pour soutenir Nos liens, l'émission qui repense la relation à soi, aux enfants, aux autres, vous pouvez en devenir le mécène pour quelques euros par mois en vous abonnant à mon profil Patreon. Je vous mets le lien dans la barre de description et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!